6 heures, un matin du mois d'avril. Pour Xavier Bailly, l'administrateur du Mont-Saint-Michel, ce n'est pas un jour comme les autres. Ce matin, c'est tout à fait exceptionnel. Pour la première fois, nous ouvrons l'abbaye en matinale, à l'aube, pour offrir à nos visiteurs la possibilité d'assister à une grande marée qui est toujours un spectacle saisissant. Le jour se lève sur le mont et la mer se prépare à entrer en scène. Un spectacle longtemps oublié qui renaît aujourd'hui. Une onde puissante avance dans la baie. C'est le Mascaret. Il annonce une très grande marée, de coefficient 118 sur une échelle de 120. Mais avec la marée, comme souvent, le ciel devient menaçant. Au point du jour, le mont est redevenu une île. Cela n'arrive qu'une vingtaine de fois par an. Sur le parvis de l'abbaye, C'est 1h45 avant la haute mer, le Mascaret. autour de Xavier Bailly, quelques privilégiés vivent un moment de grâce. Là, on est isolé du monde, du monde, et en quelque sorte, le Mont-Saint-Michel peut reprendre sa navigation paisible et millénaire. Chaque matin de grande marée, c'est toujours un moment où on s'arrête et on regarde ce paysage en se disant quelle chance nous avons de travailler ici. Malgré le temps. Ah oui, non, mais ça, le temps, vous savez, c'est grâce à ce temps aussi que la Normandie est ce qu'elle est. C'est majestueux, on a l'impression d'être isolé sur une île, même si l'isolement n'est pas d'une grande distance, mais on se sent petit par rapport à la nature. Il y a quelque chose de magique ici, qui rend très humble. Alors on a eu envie de voir ce beau spectacle dans un lieu magnifique. À l'autre bout de la baie, le Mascaret n'est pas encore arrivé. Mais Stéphane Guénaud l'attend de pied ferme. Guide de la baie et surfeur, il va tenter de prendre la vague qui va bientôt s'engouffrer dans cette rivière, la Sélune. C'est toujours un pari. Alors, des fois, on peut surfer la vague quelques secondes. Là, j'espère aujourd'hui surfer au moins quelques minutes. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Stéphane part à la rencontre du Mascaret. Donc là, je vais arriver au bon endroit. Je pense que la vague elle va arriver droit sur moi. Je vais être bien placé. Et après, ce sera peut-être une dizaine de minutes de surf. On verra. Ce sera la surprise. Voilà, c'est arrivé. Maintenant, il faut être un peu patient. Au loin, un grondement. Il annonce l'arrivée de la vague. Stéphane n'a qu'une fraction de seconde pour la prendre. Le Mascaret avance à 12 km/h.
Stéphane va parcourir près de 2 km dans ce décor majestueux. Sur le mont, la marée est déjà en train de redescendre. C'est l'heure d'une autre entrée en scène. Celle du barrage du Couesnon. Il a été construit en 2009 pour désensabler la baie. C'est grâce à lui qu'à chaque grande marée, le mont Saint-Michel peut redevenir une île. C'est une baie qui naturellement, de même que la plupart des baies dans le monde, sans vase, sans sable. Et de par son aspect touristique et son attrait naturel, le mont a subi au fil des temps beaucoup d'aménagements humains, notamment une ancienne digue-route qui a eu pour effet d'accélérer la sédimentation au pied du mont. Donc aujourd'hui, si on n'avait rien fait du tout, le mont se serait retrouvé vraiment enserré par les herbus, donc les terres en fait se seraient rapprochées du mont et il aurait perdu son caractère maritime. Il y a 2 heures, au pic de la marée, les vannes géantes du barrage ont piégé une grande quantité d'eau dans le Couesnon. Elles sont en train de la relâcher comme une gigantesque chasse d'eau. On voit vraiment du courant qui commence à s'installer dans les 2 chenaux, hein, un chenal qui va passer à l'ouest du mont et un qui va passer à l'est. C'est ce courant qui va emporter le sable qui s'est accumulé de chaque côté du mont au fur et à mesure des marées montantes. Moi j'ai pour habitude de comparer ça à un tuyau d'eau qu'on pincerait un petit peu et on aurait l'extrémité du tuyau qui pourrait aller comme ça de droite à gauche. Et c'est vraiment cette action de divagation qui va permettre de nettoyer le sable qui est accumulé aux abords du mont. Plusieurs fois par an, Romain doit mesurer l'efficacité des lâchers d'eau. Direction la flèche de l'abbaye. Allez. Là, on va prendre la porte, là, Eric. Ici. Et on va monter juste dans la flèche, là. Encore en haut, là. Il y a 5 minutes de montée. Et après, c'est bon. Attention, la vanne dans le milieu, là. Après une demi-heure d'ascension, Romain et son équipe arrivent dans le belvédère, à 135 mètres du sol. Il porte bien son nom. C'est toujours un peu la découverte quand on ouvre la trappe, là. Toujours émerveillé par le spectacle. Là, aujourd'hui, c'est chouette. Ce matin, on arrive à voir en voie Chausée ce matin, donc c'est vraiment que la météo est dégagée. Il y a un peu de vent, c'est bien. Comme ça, si on a quelques grains, ils partent vite et on peut continuer de lever. C'est cet appareil, un lidar, qui va mesurer le désensablement dans la baie. L'équipe a positionné en baie plusieurs cibles. Et le laser va envoyer des faisceaux sur ces cibles qui vont être très réfléchissantes. Et avec ces cibles-là, il va pouvoir se recaler vraiment très très précisément. Ces relevés mettent en évidence l'efficacité des lâchers d'eau. Voici l'état de l'ensablement autour du mont en 2009. Et le voici en 2016. Le résultat est spectaculaire. Le processus est en marche. D'ici à 2025, le mont renouera avec l'insularité une 40aine de fois par an. Mais ce jour-là, le spectacle n'est pas complet. Au sommet de la flèche, il y a un grand absent. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » « « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」
Quelques semaines plus tôt, c'est en hélicoptère que l'archange Saint-Michel a quitté le mont. Un voyage d'exception en direction de Périgueux. C'est dans les ateliers de la Socra qu'il va se refaire une beauté. Et il en a bien besoin. Là, on voit bien que la dorure a vraiment totalement disparu. Oui. Et puis les peintures, elles aussi. Les peintures ont vraiment, pratiquement disparu sur certaines parties de la statue. Donc c'est ça en fait la quiétude principale, hein, c'est qu'on n'a plus la protection du cuivre. On n'a plus du tout Donc la le protection. cuivre n'est pas encore atteint. Pas tout à fait encore, très sauf partiellement. très ponctuellement. Et voilà, il était temps quand même d'intervenir parce que là on était au démarrage d'une corrosion qui aurait pu envahir l'ensemble de la statue. Oui, qui aurait pu être dommageable pour la statue, oui, tout à fait. Les stigmates de la foudre sont visibles sur ses ailes et sur son épée. Car l'archange est aussi le paratonnerre du mont. Ce qui est tout à fait surprenant dans le visage, c'est qu'il est totalement serein. Hein, il est là, il fait son travail d'archange et on a un visage parfaitement calme, sans aucune ride, sans aucun rictus. Et puis alors, vous voyez le fourreau avec tout le détail des cordons. Vous avez les accroches de l'armure, avec des détails qui sont absolument invisibles d'en bas, évidemment. Hein. Vous avez la ceinture. Enfin, tout un ensemble de détails absolument extraordinaires. C'est une très belle œuvre. Une œuvre devenue un emblème, qui est pourtant récente dans l'histoire du Mont-Saint-Michel. Voici l'abbaye vers 1890. Elle n'a pas de flèche. Quelques années plus tard, c'est l'architecte Victor Petitgrand qui lui en dessine une. Et il veut la couronner d'un archange. Il fait alors appel à un grand sculpteur de l'époque, Emmanuel Frémier, qui a notamment réalisé la statue de Jeanne d'Arc à Paris. C'est un maître de la technique du cuivre repoussé, un matériau léger qui ne pèsera pas sur la charpente. Une peau sculptée et dorée qui repose sur une armature métallique. Et là, on voit l'état de l'armature. Il faut maintenant savoir si cette armature a résisté. On voit la caméra qui est au bout de ce tuyau avec les LED qui nous permettent de voir correctement à l'intérieur. La caméra endoscopique de Régis plonge dans les entrailles de l'archange. On voit que les boulons sont en état assez bon. Donc là, on se trouve dans l'abdomen de la statue. On pourrait comparer sa cage thoracique à des côtes. Voilà, on voit les éléments inox qu'on pourrait comparer à ses côtes. C'est son squelette. On voit, alors, pas tout à fait le péroné, mais voilà, on a l'os de la jambe droite, si on peut dire. Ce squelette d'acier a été entièrement remis à neuf en 1987. Et on peut vérifier qu'il est en bon état. C'est la structure même de la statue. C'est ce qui la maintient en place. Donc c'est vraiment très important de pouvoir constater avec la caméra la qualité des assemblages et le bon état des aciers. Notre métier est très proche de ce que font les médecins. On a besoin de savoir comment a été conçue l'œuvre, comment elle a vécu. Et aujourd'hui, ça nous permet de savoir comment on va la soigner. Il y a quelques assemblages là où on voit, il faudra nettoyer un peu entre les deux. Là, on voit un peu de... Après un lifting complet, dans quelques semaines, ce sera au tour des doreurs d'entrer en scène.
En attendant le retour de l'archange, un autre chantier d'envergure se prépare, au cœur de la merveille. Son cloître du XIIIe siècle n'est plus étanche. Et c'est dans la salle des chevaliers, située juste en dessous, que les fuites sont apparues. Il était temps d'agir. C'est quand même concentré au nord et relativement régulier. Il y a peu de zones qui sont à l'abri. Philippe Charon, du Centre des Monuments Nationaux, vient constater les désordres. Il y a des coulures aussi tout le long, avec des contaminations biologiques qui donnent cette couleur verte. Et puis ici, il faut remarquer toute la dégradation de la pierre. C'est vrai qu'on est parti nord, mais tout de même, voilà une pierre d'origine qui est quand même en très très mauvais état. Pour préparer cette restauration, Philippe avait besoin d'un diagnostic précis. Il a demandé à Gaël Hamon de réaliser une première, la numérisation intégrale de la merveille. Ces images révèlent pour la première fois le squelette du monument. Un outil essentiel pour les travaux futurs. Le niveau de précision est tel que ça peut faire apparaître les pathologies, notamment les fissures les plus importantes, vont être parfaitement repérées sur cette radio. On va voir de où elles partent, jusqu'où elles vont, leur orientation, leur importance. Et ça va être aussi un outil d'aide au diagnostic. L'intérêt ici, c'est qu'on a le détail pratiquement au millimètre près, du calpinage de pierre, c'est-à-dire si il est décidé de changer telle ou telle pierre, et bien grâce au relevé, on va pouvoir avoir le cube de cette pierre, la dimension de cette pierre pour la commander à la carrière et ne remplacer que la pierre qui est strictement nécessaire. On a là un outil polyvalent qui permet de répondre à la plupart de nos besoins. Cette exploration 2.0 permet de redécouvrir le génie des bâtisseurs du Moyen Âge. Chacun d'entre nous ne peut être qu'admiratif de ce génie. Pourquoi aller construire dans un rocher isolé, entouré de vases, en pleine mer, amener des tonnes de pierres pour monter quelque chose qui est peut-être la merveille de l'Occident? Je pense qu'il y a quelque chose de très fort, il y a une dimension spirituelle indéniable, que l'on soit croyant ou non. Et puis aussi, il faut des maçons, il faut des architectes, il faut des dessinateurs pour construire tout ça et que cela tienne. Ces merveilles d'architecture, Xavier Bailly veut les faire découvrir à un large public. C'est pourquoi il a décidé de rendre accessibles à tous les terrasses du chœur, qui datent, elles, du XVe siècle. On est à mi-chemin entre l'architecture et ses mystères, puisque nous sommes ici dans les organes de stabilité du chœur gothique, mais également avec ce belvédère sur la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a ici un endroit que Xavier aime plus que tout. C'est ce point de vue exceptionnel sur le cloître. D'ici, on mesure à quel point ces petites colonnettes extrêmement fines jouent sur la légèreté de cette architecture qui, par ailleurs, est très spectaculaire quand on la regarde et qu'on la considère d'en bas. Encore quelques marches. Et le voici dans l'escalier de dentelle. Un autre trésor caché, maintenant accessible à tous. Il est découpé comme une dentelle. C'est vraiment à la fois la rudesse, la rugosité de ce granit et en même temps le talent des tailleurs de pierre médiévaux qui ont su lui donner ce galbe, cette légèreté, ce dessin. Ce qu'en architecture, on appelle les soufflets et les mouchettes.
Voilà, c'est ce petit dessin-là. Cet escalier est l'unique accès à la flèche de l'abbaye, qui est encore orpheline. J'ai hâte que les échafaudages soient retirés et que l'œuvre soit de retour. Et elle sera de retour étincelante. Donc ce sera un vrai plaisir, un vrai bonheur que de le voir revenir. À Périgueux, le retour de l'archange se prépare. Il est maintenant entre les mains d'un des plus grands doreurs français, Fabrice Goard, et de sa fille, Lucie. C'est un or très particulier puisque nous l'avons fait battre spécialement pour l'archange. Ce qu'il a de particulier, c'est son poids. Il pèse 32 grammes pour 1000 feuilles, ce qui est un tiers de plus que ce que nous utilisons habituellement, parce qu'il est soumis à des contraintes atmosphériques telles que c'est en quelque sorte une expérience qui servira pour les générations à venir. Si dans 30 ans, l'archange est toujours doré, c'est que nous avons fait le bon choix. Ils ont 4 jours pour poser 4000 feuilles d'or. Ça a été pensé doré et c'est normal que nous le redorions. Et que les gens puissent le voir toujours doré. On est sur l'archange du Mont-Saint-Michel. Et c'est quand même quelque chose de particulier, quand même le 3e monument le plus visité en France. C'est donc, bon, ce qu'on fait, ça va se voir de très loin et pour notre plus grand plaisir. À cette distance-là, on ne peut pas dire que l'or va faire ressortir des détails, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il va donner des reflets et qu'il va faire chanter l'œuvre. Pour la jeune Lucie, cette rencontre avec l'œuvre de Frémier est chargée d'émotions. C'est des souvenirs qui vont rester toute notre vie. Je sais que maintenant, à chaque fois que je vais regarder le Mont-Saint-Michel, je ne verrai plus de la même façon. Je n'y suis jamais allée, donc j'étais encore dans la poussette, mais c'est sûr que je vais y aller. C'est maintenant la touche finale, le matage. On passe de la gélatine alimentaire diluée dans de l'eau chaude sur l'ensemble de l'œuvre, de façon à retirer tous les petits bouts d'or qui ont résisté au soufflage, et puis de façon à donner un peu de tonalité à l'or. L'or est un matériau un petit peu froid, et le fait de le mater à la gélatine, ça le chauffe un petit peu. Ça réchauffe sa tonalité. Et ça le dégraisse en même temps. L'or est un matériau qui est un petit peu gras, donc le fait de le mater, ça retire ce gras, ce qui va permettre aux eaux de pluie de ruisseler dessus et de ne pas s'accrocher. Dans quelques jours, l'archange pourra à nouveau déployer ses ailes protectrices sur le Mont-Saint-Michel. Où un autre sauvetage est en cours. Beaucoup moins visible, il a pour but de préserver le patrimoine naturel de la baie. Voici le domaine d'Audrey Aymon. Cette jeune écologue vient surveiller la floraison d'une petite plante qui a ici une grande importance. Oh, là, il y en a plein de trèfles. Là, on a toute une zone de trèfle à feuilles étroites, hein, avec de nombreux pieds. Donc c'est un trèfle qui est assez particulier, hein, qui fait des fleurs allongées comme ça, hein, des inflorescences toutes roses. Et puis qui a les feuilles très fines, d'où son nom, hein, feuilles étroites. Un peu plus loin, une autre de ses protégées, la crételle hérissée. Très rare en Normandie, elle fait aussi partie du patrimoine du Mont. Il ne faut pas oublier que la baie est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi pour son patrimoine naturel, pas seulement le patrimoine culturel. Et donc effectivement, on a des choses qui sont très voyantes et des plantes beaucoup plus discrètes, comme ici sur la digue avec cette petite plante qui est malgré tout très patrimoniale. Ces plantes sont des rescapés. Il y a quelques années, elles poussaient à quelques centaines de mètres de là, le long de l'ancienne digue route aujourd'hui détruite. Pour les préserver, une opération de grande envergure a été déployée.
La terre végétale qui était sur l'ancienne digue route a été déplacée. Il y a 5000 m² qui ont été déplacés sur la nouvelle digue en construction, donc début 2014. Et aujourd'hui, voilà, les plantes qui se développaient sur l'ancienne digue, elles se développent maintenant sur la nouvelle digue. Grâce à ce sauvetage, la baie du Mont-Saint-Michel conserve ses paysages uniques, dont font partie les prés salés. Ces immenses prairies, régulièrement baignées par la mer, sont la nourriture favorite d'une autre espèce emblématique du Mont-Saint-Michel. Allez, Au fond de la baie, tu restes là, t'es bien. Michel Aubray profite de la marée basse pour faire sortir son troupeau. 200 brebis et leurs agneaux, qui sont toujours très pressés de retrouver les prés salés. On y va, on est parti. Il faut dire qu'ils jouissent ici d'une pâture inépuisable, à la saveur très particulière. Ils se nourrissent surtout de cette petite herbe rase là qu'on voit, mais qui est toute rase, ce qu'on appelle la Puccinelli. C'est leur principale alimentation. Ce sont des plantes qui sont résistantes à l'eau un peu salée, quoi, l'eau de mer. Ça a un petit goût salé, c'est cette petite herbe-là qui fait une viande vraiment particulière, et vraiment spécifique, et puis elle est très bonne, quoi. Allez, droite, Toby, droite. Allez. Voilà. Fils et petit-fils d'éleveurs, Michel a grandi avec le Mont-Saint-Michel en toile de fond. On est à peu près à 9 km du Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, parce qu'il va tomber de l'eau, donc il paraît plus proche. Mais des fois, quand il fait vraiment beau, il paraît plus loin. Nous, on vit, on travaille avec le Mont-Saint-Michel. Voilà, je suis né ici et voilà, j'irai jusqu'à la fin, je pense, avec le Mont-Saint-Michel. Un peu plus loin sur la grève, Tu vois, les bêtas sont mieux sur le bas parce que là, elles sont pas très iodées. le maraîcher Étienne Leroy initie le chef Sébastien Godefroy à la cueillette. Une belle tête d'ail. Et il y a même le fenouil là. Mais c'est génial. C'est bon. Ça, c'est l'obione. Chez nous, on appelle ça l'oreille de brebis. C'est iodé, c'est un peu gras, c'est une petite feuille un peu épaisse. Ouais, c'est salé, c'est super bon. Et là, elle est tendre, elle n'est pas amère. Aubione, astère ou fenouil marin, il y a une quinzaine de plantes comestibles dans la baie. Ça, c'est super bon à manger, hein. C'est la criste marine, mais elle est interdite de cueil. Elle est protégée. Là, on a encore une autre plante qui est le kénopode. Ça a moins de goût, hein. C'est quand même moins de goût que les autres plantes. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas mal. C'est même... c'est bon en petite salade à la rigueur, mais... Cru. Ouais. On a un garde-manger à ciel ouvert. Ça apporte vraiment un côté gustatif au niveau des plats. Ça fait découvrir la baie différemment, sur un côté autre que visuel. Là, on a un visuel sur l'assiette et côté gustatif, quoi. On a une richesse et on s'en sert et c'est vraiment intéressant. Ouais. Tu vas pouvoir m'en ramasser, je vais faire un petit amuse-bouche avec ça. On est bien là. On vient ici, on est reposé, quoi. Il y a la tranquillité, on est loin du bruit des cuisines et ça nous permet aussi de trouver, nous, l'inspiration, de se vider un peu la tête et ça fait du bien. De retour en cuisine, Sébastien va utiliser ces herbes pour agrémenter une de ses spécialités. L'agneau de pré salé, façon tagine. Alors on attend impatiemment l'agneau de pré salé, nous, chaque année. C'est un produit qui est très saisonnier, qui va aller de mi-mai à novembre. C'est une viande qui est très tendre, qui n'est pas spécialement forte en goût. Elle a ce côté un petit peu salin qu'on va retrouver par rapport à la nourriture qu'ils ont dans les pré-salés. Purée de petits pois à la menthe. Ensuite, le mélange carotte kumquat. Roulade d'agneau marinée dans son jus. Condiment d'agrumes. Et pour finir, le gigotin d'agneau rosé
parfumé aux herbes de la baie. Le Mont Saint-Michel dans une assiette. Quelques jours plus tard, dans le ciel du mont, un grand événement se prépare. C'est le retour de l'archange. Comme ça, je vais quand même la préparer pour au cas des fois si ça coince. Pour Régis Fouché, qui a veillé sur lui durant sa restauration, c'est un moment angoissant. Le côté délicat, c'est que l'hélicoptère, il faut que ça s'approche très près de la statue. C'est dangereux? Bon, c'est toujours des manipulations dangereuses. Mais bon, on a des professionnels qui sont là, c'est leur métier, et ça devrait bien se passer. Première étape délicate, l'accrochage de la statue sous l'hélicoptère. L'archange décolle sans encombre, mais le plus difficile reste à venir. Il va falloir descendre l'archange dans son support. Et là, on a une autre équipe qui est à la réception et c'est la deuxième partie très délicate de l'opération. Une opération que Régis va suivre à distance. Contrairement à Xavier Bailly. Il va passer là. Sur le mont, il attend son archange avec impatience. Ah, c'est magnifique. C'est l'instant crucial. L'achèvement d'un chantier particulièrement exemplaire et symbolique. Et voilà, c'est un moment très important pour les Montois. Il nous manquait, nous sommes heureux. De son côté, Régis est submergé par l'émotion. Ça y est, la pression va redescendre tranquillement. Et voilà, vraiment fier, très fier. Le Mont Saint-Michel a retrouvé son emblème. Il semble à nouveau flotter sur les eaux de la baie.